7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. La semaine dernière, nous évoquions, entre autres, les renoncements du Rassemblement national, les annonces assagies, une politique de plus en plus souple. Et vous, Yvan Rioufol, vous observez des programmes plus techniques qu'idéologiques, c'est-à-dire peut-être davantage adaptés à la réalité du pouvoir aujourd'hui, non ? Alors oui, en effet, vous avez raison, nous vivons, je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous vivons une révolution du réel, c'est-à-dire que nous vivons un effondrement des idéologies qui, depuis maintenant 40 ans, avaient dicté la bonne marche du monde avec des idées généralement fausses. Et on voit ces idéologies s'effondrant aujourd'hui. Le pragmatisme arrive en force, si je puis dire. Et j'ai regardé avant-hier notamment le débat sur TF1 où il était frappant, un débat très ennuyeux, mais où il était frappant de voir que la technique avait envahi, l'expertise avait envahi les trois candidats de l'extrême gauche, du centre et de la droite représentés par Jordan Bardella. Et c'était tout à fait significatif, me semble-t-il, de l'effondrement du monde politique qui n'arrive plus à émettre une idée neuve, qui n'arrive plus à émettre une idée nouvelle. C'est-à-dire que nous sommes dans un grand arasement intellectuel et aujourd'hui, en effet, nous sommes obligés, dans cette révolution du réel, d'abord à abaisser nos prétentions, je parle d'un nous très général, à abaisser nos prétentions sur notre manière de vouloir changer le monde, même l'extrême gauche en rabaisse un peu, et puis surtout à avoir à répondre précisément à la vie des gens. C'est la vie des gens aujourd'hui qui commande tout cela. Alors, naturellement, ça manque d'ambition, bien entendu, mais je pense que les hommes politiques aujourd'hui doivent s'emplir de modestie. Donc, quand je vois tous les vieux barbons qui reviennent à la charge en nous disant que le fascisme menace la France, quand les vieux barbons, je pense à François Hollande, à Dominique Strauss-Kahn, à Jean-Marc Ayrault, enfin à tous ceux qui devraient s'excuser plutôt d'avoir mis la France dans cet état et qui ont la prétention, au contraire, de venir à nouveau la sauver, je me dis que c'est ce vieux monde-là qui s'effondre, ce vieux monde idéologique, ce vieux monde des idées fausses, ce vieux monde des idées toutes faites, ce vieux monde du politiquement correct qui s'effondre et qui a encore l'indécence de venir nous donner des idées. Et je remarque, et je m'en réjouis beaucoup, alors naturellement, je ne veux pas encore dire que les jeux sont faits, mais je remarque d'ailleurs que tout ce politiquement correct ne tient plus face à la vague de colère populaire, populiste, disent-ils, est en train de tout chambouler. Et là, c'est tout à fait étonnant de voir naturellement qu'aujourd'hui, on est prêt à envisager maintenant, et moi-même je ne l'envisageais pas, une majorité absolue, enfin selon certains sondages, bien entendu, je ne m'emballe pas, une majorité absolue sur l'alliance Rassemblement National, Éric Ciotti, une partie des LR. Alors, j'aurais aimé avoir votre avis sur quelque chose. C'est un peu annexe, mais pas totalement. Il y a eu plusieurs rebondissements, effectivement, cette semaine. Aurélien Pradier qui quitte les Républicains, Ruffin qui se déchire avec la France Insoumise, Dominique Strauss-Kahn qui entre en résistance contre le fascisme. Et puis, vous avez toutes ces unes de Libération depuis 2 semaines. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Toutes les unes, toutes les chroniques sont vraiment destinées à lutter contre l'extrême droite. Ça vous choque pas un peu, ça ? Donc, ça ne me choque pas, on est habitué. Non, ce vieux monde est en train de compter ses abattis et d'essayer à tout prix de survivre par tous les procédés, et même les procédés les plus indignes. Donc, il y a le procédé de la diabolisation, on connaît ça par cœur, ça fait 50 ans que nous vivons sous la tutelle de cette gauche morale qui agite le politiquement correct. Et je constate que ce politiquement correct, aujourd'hui, s'effondre. Et je constate même, d'ailleurs, que on pourrait presque en faire une théorie, que plus la gauche fait barrage, plus elle donne une échelle, si je puis dire, en tout cas à la droite souverainiste qui veut reprendre les rênes. Donc ça ne me choque. Ce qui pourrait être choquant, en revanche, c'est d'entendre tout ceci nous dire que la menace fasciste serait dans les rangs de cette droite qui entend être le porte-parole d'un peuple qui se réveille, et donc que ce peuple qui se réveille serait un peuple fascistoïde. Et d'ailleurs, en fait, c'est bien le travers de cette gauche qui, depuis 2011 et le rapport Terra Nova, a mis une croix sur cette France populaire pour ne flatter que la nouvelle France des cités, la France des minorités, la France des féminines, la France la France féminine, comme si la femme était également une minorité. Enfin, et donc on voit que toute cette gauche qui s'est perdue dans une flatterie des minorités au lieu de retrouver la voie de la majorité, est en train maintenant de jouer un jeu très pervers, car tout en dénonçant le fascisme qui vient, elle ne voit pas qu'elle-même est contaminée par le fascisme. Parce que c'est dans cette gauche-là, dans cette gauche présentée par Libération notamment, qui pétitionne, qui dit qu'ils ne vont pas respecter qu'ils rentreront en résistance, qu'ils rentrent
avec une sorte d'insurrection d'atmosphère. C'est toute cette gauche qui d'ailleurs a adoubé un fichier S et qui est prête non seulement à contester le verdict des urnes, si le verdict des urnes avait apporté Jordan Bardella au pouvoir, mais qui est prête également, dans le fond, à entraver la marche de la République, et voire même par la violence. Et donc, il est tout à fait paradoxal de voir que c'est cette gauche qui nous dit que l'état de droit serait menacé, qui elle-même est la première à dire qu'elle ne respecterait pas cet état de droit qui serait le fruit d'un verdict démocratique, sauf à comprendre, et c'est peut-être ça le problème d'ailleurs, que l'état de droit aujourd'hui n'a plus rien à voir en effet avec la souveraineté d'un peuple, mais que l'état de droit a tout à voir avec la tyrannie des juges. Et en effet, c'est bien ceci qui est posé également à travers ces cris d'orfraie de cette gauche qui s'effondre et qui se caricature. Et c'est ceci qui m'enthousiasme dans le fond, c'est de voir en effet et à quel point aujourd'hui la gauche ne fait plus peur, que ces intimidations ne portent plus. On avait déjà vu ça d'ailleurs à travers les résultats des législatives européennes, où rappelez-vous, c'est quand même un chiffre qu'il faut toujours avoir en tête, que 93% des 35 000 communes françaises avaient porté au premier tour, il n'y avait qu'un tour, avaient porté Bardella en tête, c'est-à-dire que la France était, si on met le bleu comme représentant le Rassemblement national, la France était bleue. Points dans les grandes agglomérations. Et donc, c'est vraiment une révolution. Encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais là, c'est un mur de Berlin qui s'effondre dans la mesure où ce mur de Berlin, dans notre sociétés occidentales, et singulièrement en France, était représenté par cette mainmise de la gauche dite morale et par ce politiquement correct qui n'impressionne plus, et non seulement qui n'impressionne plus, mais qui irrite de plus en plus. Plus la gauche parle et plus le Rassemblement national monte. Progresse, oui. Alors, il y a un phénomène aussi qui est sous-estimé, c'est la baisse de l'abstention. L'abstention a largement diminué puisque il y a plus de 18 points de participation par rapport à 2022. C'est dû à quoi, ça, Yvan Rioufol ? D'abord, c'est dû, je pense, au président de la République lui-même qui a détourné cette élection législative pour en faire une sorte de référendum, de plébiscite sur sa propre personne. Or, le rejet, et ce qu'il n'a toujours pas compris d'ailleurs, et c'est là où on se demande si vraiment le président de la République tourne rond, c'est qu'il n'a pas compris que il était répulsif pour une grande majorité de Français. Donc, je crois que cette participation qui s'annonce importante est due à deux facteurs. D'abord, le rejet de la personne du président de la République, qui symbolise vraiment ce qu'est une élite déconnectée du peuple. D'ailleurs, il est intéressant de voir que Gérald Darmanin a fait une déclaration avant-hier qui prend le contre, d'ailleurs qui s'éloigne maintenant, vous avez remarqué, du président de la République, qui a fait une déclaration qui s'éloigne totalement de la posture du président de la République en disant qu'il fallait redécouvrir le bon peuple et qu'il reconnaissait que les élites avaient fait sécession. On ne cesse de le dire depuis 10 ans, enfin, entre parenthèses. Et donc, ça, c'est le premier élément, le rejet de la personne, le rejet viscéral de la personne du président de la République. Puis le deuxième élément, il me fait dire qu'en effet, la participation pourrait même atteindre peut-être les 70%. Certains sondages le disent, c'est énorme, parce que d'habitude, 50, 55. C'est que les Français ont compris que nous étions là face à un choc, face à un choix de civilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français vont avoir à confirmer leur vote de 2005, si je puis dire, quand ils avaient refusé la tutelle européenne pour préserver leur souveraineté. Là, on voit aujourd'hui que le mondialisme a été imposé aux Français malgré leur volonté et que les Français ont bien compris aujourd'hui que l'opportunité était aujourd'hui de rétablir leur voix dans la maîtrise de leur destin. Et donc, il y a un choix de société entre ce que j'ai appelé les déracinés, les mondialistes, et les enracinés. Et c'est un petit peu ce choix-là également qui se profile, avec une autre révélation, dans le fond, c'est que non seulement le cordon sanitaire ne marche pas, mais que l'union des droites marche. Et c'est là où les républicains canal historique, enfin, ceux qui n'ont pas voulu rejoindre Ciotti, et Éric Zemmour sont voués malheureusement à disparaître parce que l'on voit en effet, on peut reprocher et à Ciotti et à Marion Maréchal peut-être une certaine brutalité dans la manière qu'ils ont eu de prendre le train en marche, mais le train passait et l'on voit aujourd'hui que ceux qui ne veulent pas comprendre que les droites vont s'unir vont se rendre compte que les droites s'unissent malgré eux, parce que s'il y a cet engouement, a priori, naturellement n'allant pas trop vite, et qu'il y a en tout cas cette vague populaire qui vient de loin, hein, elle vient déjà de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002, mais enfin, et du reste, des Gilets jaunes, etc. Enfin, on pourrait en faire l'inventaire. Enfin, cette exaspération populaire qui vient de loin, elle est portée aujourd'hui par des représentants qui ont enfin compris qu'il était urgent d'entendre ce peuple qui souffre depuis trop longtemps et qui souffre
de sa condition de paria, mais qui souffre surtout d'avoir été méprisé par toute une partie de cette élite de gauche qui n'a jamais rien compris, ni au peuple, ni à la nation. Alors, Yvan Rioufol, il nous reste 3 minutes. Vous avez anticipé l'une des questions que je voulais vous poser, en fait, sur la disparition, l'extinction des Républicains. Il y a eu le départ d'Aurélien Pradié de LR. Alors, c'est un acte isolé, hein, si j'ose dire. Allez-y. Les Républicains, j'ai beaucoup écrit lorsque j'étais éditorialiste au Figaro sur l'urgence qu'avait le monde politique en général, mais les Républicains en particulier, à comprendre cette détresse de la France oubliée, de cette détresse de la France périphérique, cette détresse des gens de peu, de cette détresse de ceux qui ne sont rien, avait dit Emmanuel Macron dans une caricature qui était invraisemblable. Et donc, les Républicains, malheureusement, n'ont rien voulu entendre non pas de ce que je disais, ça n'avait pas d'importance, mais n'ont rien voulu entendre de cette fracture terrible qui s'est élargie au fil des années entre la France, la France des dirigeants, la France officielle, si je puis dire, et la France réelle. Et donc, ils payent leur incapacité à avoir voulu entendre ce qu'ils appelaient le populisme, et un populisme qui pour eux était une sorte de réaction nauséabonde d'un peuple inculte qui n'avait pas lieu d'être entendu. Donc ils payent un péché d'orgueil, ils payent également d'ailleurs une lâcheté à ne pas avoir voulu s'entendre sur ces desiderata de cette France-là, qui demandaient effectivement plus de rigueur sur les grands problèmes de sécurité, d'identité, d'immigration, enfin, tous ces sujets qui avaient été évacués au prétexte qu'ils faisaient le jeu du Rassemblement national, enfin, cette bêtise qui a été répétée pendant 20 ans, 30 ans. Et donc, je n'ai aucune tristesse aujourd'hui à voir que ces républicains-là sont en train de s'effondrer, sont en train de couler, et qui, par orgueil, malgré tout, ne veulent toujours pas rejoindre le camp Ciotti, qui a eu raison, me semble-t-il, de jouer la carte de l'Union, parce que c'est ce camp Ciotti qui va gagner, et ces républicains perdus qui se noient. Ouais. Alors, il nous reste 1 minute, Yvan Rioufol, très rapidement. Les JO approchent, forcément les syndicats se réveillent. La CFDT appelle les agents de sécurité à faire grève demain, avoir une série d'autres grèves pendant les JO. C'est annoncé. Est-ce que ce sont pour vous les prémices d'une catastrophe annoncée, ces Jeux Olympiques ? C'est difficile à dire, j'espère que non, mais on voit que le président de la République a joué avec le feu et que lui-même annonce une guerre civile, alors que lui-même a été le catalyseur de toutes les fractures françaises. C'est lui qui a dissocié l'unité française justement en fracturant lui-même, en théorisant l'opposition entre progressisme et populisme, entre la France de ceux qui ne sont rien, la France de ceux qui savent tout, entre la France des vaccinés à QR code, la France des non-vaccinés, etc. Donc il a alimenté ce président, et pareil à Néron, sauf que Néron, quand il faisait flamber Rome, savait jouer de la lyre. Lui, le président de la République, ne sait pas jouer de la lyre. Et donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je crains, on a un petit peu évoqué précédemment, que toute cette gauche fascistoïde, celle qui ne se résout pas à perdre, risque en effet d'alimenter des violences, peut-être même des violences dès le 7 juillet. Quant à la CFDT qui menace de grève, ça fait partie de ce monde syndical qui a perdu toute notion de sens commun et qui se ridiculise et qui, de mon point de vue, participe précisément à l'exaspération de toute cette France qui se réveille, de toute cette France jadis somnambule, qui est maintenant prête de plus en plus à prendre le chemin des urnes, et j'espère qu'elle prendra le chemin des urnes, parce que toute cette France oubliée est également une France qui généralement s'abstenait et qui laissait passer l'histoire par dégoût de la politique. Je pense que, j'espère, là c'est mon vœu personnel, j'espère que toute cette France-là, que je respecte et que j'aime, est une France qui va retrouver le goût des urnes et qui va comprendre qu'il est temps aujourd'hui d'avoir à mettre les points sur les i et à montrer qu'elle a de la suite dans les idées. Eh bien, nous espérons avec vous. Merci beaucoup Yvan Rioufol, merci pour cet éclairage. À la semaine prochaine.